Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Léane Dauphinet, finissante là, à la maîtrise en criminologie à l'Université de Montréal. Merci de prendre le temps d'écouter ma capitale aujourd'hui, dans laquelle je vous présente mon mémoire qui s'intitule « Je suis pas raciste, mais une étude expérimentale de l'influence de l'identité autochtone et des biais cognitifs sur le processus d'évaluation du risque et des besoins ». Et je vous présente mon mémoire aujourd'hui puisque je suis récipiendaire de la bourse Bruno M. Cormier décernée par la Fondation québécoise pour les jeunes contrevenants. Le processus d'évaluation du risque et des besoins, particulièrement l'évaluation actuarielle, est de plus en plus pointé du doigt pour sa contribution potentielle aux dynamiques de discrimination systémique au sein du système de justice. L'évaluation du risque est mentionnée, entre autres, dans le rapport Lien qui est sorti en 2019, le rapport de la Commission d'enquête sur les relations entre certains services publics et les peuples autochtones, et dans le rapport de l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues ou assassinées, qui est également paru en 2019. Et finalement, c'est pointé très fortement du doigt dans le jugement de la Cour suprême du Canada, Heward contre Canada, qui est sorti en 2018. Une petite parenthèse là, sur la surreprésentation des personnes autochtones dans le système de justice. C'est un fait qui est bien documenté depuis les années 1960, puis qui est mentionné dans plusieurs enquêtes, dans plusieurs rapports depuis au moins les années 1990. Entre autres, là, c'est mentionné dans la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones de 1987. Pour faire un petit portrait global, en détention, les personnes autochtones sont incarcérées à des taux 9 fois plus élevés que les personnes allochtones. Ça s'aggrave quand on regarde les femmes qui sont incarcérées à des taux 15 fois plus élevés que les femmes allochtones. Si on regarde au niveau des hommes, les hommes représentent annuellement 30% des admissions en détention fédérale, et c'est un chiffre qui ne fait qu'augmenter depuis les années 90. Au niveau des mineurs, les jeunes autochtones représentent 50% des admissions en placement sous garde et surveillance. Puis, ça s'aggrave encore une fois quand on regarde les jeunes filles qui représentent 60% des placements sous garde. Les personnes autochtones sont aussi surreprésentées à pratiquement chaque étape du système de justice. Sont plus susceptibles d'être arrêtées et d'être accusées, sont plus susceptibles d'avoir une peine de détention au lieu d'une peine en communauté. Comparées aux personnes non autochtones, elles purgent plus de leur peine derrière les barreaux et elles sont moins susceptibles d'obtenir leur libération conditionnelle. Donc, je reviens maintenant au jugement de la Cour suprême Heward contre Canada, qui est un jugement là, qui a attiré vraiment beaucoup d'attention sur la question de l'évaluation actuarielle du risque et l'applicabilité de nos outils et de nos évaluations à différents groupes ethnoculturels. Dans ce jugement-là, la Cour suprême stipule que le Service correctionnel Canada a failli à ses responsabilités en utilisant certains instruments d'évaluation auprès de contrevenants autochtones sans s'être assuré de manière suffisante et raisonnable de leur applicabilité. Puis, ça stipule également que les instruments actuariels sont susceptibles d'introduire des biais dans l'évaluation et ce qui pourrait contribuer à perpétuer la discrimination systémique vécue par les peuples. Dans les dernières années, donc, il y a beaucoup d'efforts de recherche qui ont été voués à tester l'applicabilité des instruments à différents groupes ethnoculturels. Ici, je m'intéresse principalement aux personnes autochtones, mais c'est des études qui ont été faites auprès des personnes noires aussi, des personnes latinas et de beaucoup de groupes culturels. La plupart de ces études-là portent sur la capacité prédictive, donc l'efficacité de nos outils pour prédire la récidive, puis sur les erreurs de classification de différents instruments d'évaluation. Est-ce que nos instruments sont réellement applicables? Les résultats sont mitigés. En général, ce qui ressort dans les études, c'est que les capacités prédictives de différents outils sont moins bonnes auprès de certains groupes ethnoculturels qu'elles le sont auprès des groupes blancs. Puis, il y aurait plus d'erreurs de classification, donc soit de la sous-estimation ou de la surestimation du risque lorsque les personnes sont pas blanches. On a donc des résultats mitigés, puis il n'y a pas nécessairement une base scientifique assez solide pour vraiment déterminer que nos outils sont applicables. Beaucoup d'auteurs là, supposent que nos outils performent peut-être moins bien parce qu'il y aurait effectivement des biais dans le processus d'évaluation. Puis que ces biais-là pourraient expliquer les différences là, qu'on observe au niveau de la valeur, de la capacité prédictive de nos outils. On parle de deux types de biais. Premièrement, les biais psychométriques qui sont inhérents aux instruments. Et deuxièmement, les biais liés aux évaluateurs. Mon mémoire se concentre sur les biais liés aux évaluateurs, mais rapidement, les biais psychométriques qui sont inhérents aux instruments, c'est des biais qui sont liés au développement des outils, puis à leur construction, aux algorithmes de ces outils-là.
Puis, ça peut entraîner des sources de variance dans les scores qui ne sont pas liées au risque de récidive. Donc, des sources de variance externes au construit qu'on cherche à étudier. Les biais liés aux évaluateurs. On peut les définir comme des variations entre les évaluateurs qui sont causées par leur perception unique et subjective du contrevenant, c'est-à-dire qui sont causées par les biais cognitifs des évaluateurs. Un biais cognitif, on peut définir comme une tendance qui déforme le traitement cognitif de l'information. Ça naît d'une interaction entre les heuristiques cognitives, qui sont des espèces de raccourcis que notre cerveau utilise pour traiter rapidement l'information. Donc, une interaction entre ces heuristiques-là sont liées tout simplement à l'architecture de notre cerveau et le vécu d'une personne. Les biais cognitifs peuvent être explicites ou implicites. Un biais explicite, c'est un biais dont la personne est consciente, et un biais implicite, un biais dont la personne est inconsciente. Mais ils sont systématiques et universels. Si tu as un biais, il va s'appliquer dans pas mal toutes les situations de ta vie, sans que tu t'en rendes nécessairement compte. Les acteurs du système de justice ont longtemps été considérés comme impartiaux et objectifs, mais plus ça va, puis plus on se rend compte qu'il y a quand même un certain niveau de subjectivité dans la prise de décision juridique. Entre autres, il y a plusieurs études qui soutiennent que les juges et les jurés sont influencés par leurs idéologies politiques lorsqu'ils prennent des décisions. Puis en évaluation médico-légale forensique plus spécifique, on a entre autres une étude là, qui soutient que les attitudes générales concernant la délinquance sexuelle sont associées de façon positive aux résultats d'évaluation du risque de récidive sexuelle d'un délinquant fictif. Donc, plus la personne aurait des attitudes négatives envers la délinquance sexuelle, plus elle évaluerait le risque de façon élevée. Puis, de façon similaire, l'idéologie politique serait également associée, premièrement, aux attitudes des experts de la Cour concernant la non-responsabilité criminelle. Puis, l'idéologie politique, en retour, est également associée aux probabilités de rejeter ou accepter une telle défense. Donc, on a différents éléments là, qui suggèrent qu'effectivement, les biais cognitifs, les perceptions subjectives des acteurs du système de justice, notamment en évaluation, rentrent en jeu dans le processus. Par contre, il y a peu d'études, il y a seulement 2 études qui sont intéressées vraiment à regarder les biais culturels implicites des gens, donc les attitudes concernant les différents groupes culturels. Puis, ces études-là n'ont pas obtenu de résultats concluants. Donc, les objectifs de mon mémoire, c'était d'explorer l'effet de l'identité autochtone et des biais culturels implicites des évaluateurs sur le processus d'évaluation du risque à l'aide du YLS-CMI, un outil pour évaluer le risque de récidive des jeunes contrevenants. On cherche à répondre à 2 questions. Premièrement, est-ce qu'on évalue les personnes autochtones de manière différente que les personnes blanches ou d'autres groupes ethnoculturels? Et si oui, est-ce que cette différence-là pourrait être observée, expliquée, en partie par un effet des biais cognitifs? Un des gros points forts de mon mémoire, c'est que j'ai étudié le processus d'évaluation du risque de manière très globale. Donc, on a étudié la collecte de données, donc l'entrevue. On a étudié la cotation du YLS-CMI. Et ensuite, on a étudié les rapports d'évaluation qui découlent de cette cotation. Pour procéder à tout ça, on a utilisé un design de recherche expérimental à la double aveugle. C'est la première étude qui utilise un design de ce genre-là pour faire une étude comparative là, sur l'effet des biais cognitifs et l'effet de l'identité autochtone. Donc, premièrement, dans le cadre de leur cours obligatoire d'évaluation du risque, les participants ont dû remplir différents questionnaires qui portent entre autres sur leurs attitudes et leurs connaissances par rapport au peuple autochtone, mais aussi des questionnaires sociodémographiques plus généraux et des questionnaires sur leurs sentiments de compétences culturelles. Ensuite, à leur insu, dans le cadre d'une évaluation, ils ont dû interagir avec un auteur d'infraction virtuel, avec lequel ils peuvent communiquer, poser des questions, puis recevoir des réponses. Ensuite, ils devaient procéder à l'évaluation du risque de ce personnage-là. Donc, à leur insu, en se connectant au logiciel, les étudiants ont été assignés soit à un personnage blanc, soit à un personnage autochtone. Par contre, il faut comprendre que ce personnage-là, c'est le même. La seule chose qui change, c'est la coquille. Donc, c'est le visuel du personnage qui est différent. En soi, le personnage fournit pratiquement les mêmes réponses à toutes les questions. Après avoir conversé avec le personnage, les participants ont procédé à sa cotation à l'aide du YLS-CMI, ont rempli un deuxième questionnaire sur leur perception subjective du personnage avec lequel ils avaient interagi.
et ont rédigé un rapport d'évaluation qui contient là, une synthèse de ce qu'ils ont observé durant leur entrevue, les facteurs de risque, les facteurs de protection, facteurs de réceptivité, puis des pistes d'intervention. Le certificat éthique nous autorisait à induire en erreur les participants. Donc, les participants n'ont pas été mis au fait des vrais objectifs de l'étude lorsqu'ils ont fait l'exercice. À la toute fin de la session, on a sollicité une seconde fois leur consentement et on leur a expliqué les vrais objectifs de la recherche. L'outil de collecte de données, je vous ai parlé de l'auteur d'infraction virtuelle, donc vous en avez des petites images ici. C'est un logiciel sur lequel les gens peuvent se connecter et interagir. Puis, les gens étaient soit assignés à John Tremblay, qui est un personnage blanc, c'est lui qu'on peut voir en bas à gauche de la diapositive, ou à Megan Chetouche, qui est un personnage autochtone que vous pouvez voir en bas à droite de la diapositive. Je rappelle toutefois qu'en arrière, c'est le même logiciel. La seule chose qui change, c'est la coquille externe qui représente le personnage. Au niveau des résultats, si je peux résumer ça en une phrase, on a observé que l'identité autochtone entraîne un traitement différentiel du personnage. Premièrement, le personnage autochtone était évalué de manière différente et légèrement plus sévère que le personnage blanc. On le trouvait, les participants l'ont trouvé plus antisocial, lui ont donné un score de risque plus élevé. Ils lui ont aussi trouvé plus de facteurs de risque, ils lui ont proposé plus d'axes d'intervention. Donc, on peut croire que les participants trouvaient que le personnage autochtone avait besoin de plus d'encadrement dans sa réinsertion. Ensuite, on a observé des différences à chaque étape du processus. Donc, on a des différences au niveau de l'entrevue que les participants ont fait avec le personnage. On a des différences au niveau de la cotation. Puis, on a aussi des différences au niveau du rapport d'évaluation. Les facteurs de protection relevés ne sont pas les mêmes, les facteurs de réceptivité ne sont pas les mêmes, et surtout, les sites d'intervention ne sont pas les mêmes. Avec les analyses de modération, on a pu observer aussi que les biais des participants semblent expliquer une partie des différences. Ce qu'on a observé, c'est une certaine tendance générale où les participants qui se décrivaient comme très à gauche politiquement, très sensibles aux enjeux culturels, très ouverts au multiculturalisme, étaient plus indulgents envers le personnage blanc. Par contre, des personnes qui ont évalué le personnage autochtone, même si elles étaient à gauche et ouvertes sur les autres cultures, on n'a pas vu cet effet-là. C'est comme un peu dire que les attitudes positives des participants, il y avait un effet de clémence sur l'évaluation du personnage blanc, mais qui ne s'appliquait pas également au personnage autochtone. Ça, c'est une dynamique qui pourrait également se retrouver à discriminer les personnes qui appartiennent à d'autres groupes ethnoculturels. Que c'est pas propre. Le problème ne vient pas du fait que les gens ont des attitudes négatives envers les Autochtones. Ce qu'on a observé, c'est plutôt des attitudes positives envers autrui de manière générale qui favorisent le personnage blanc. Fait que si on favorise un personnage blanc à cause de nos attitudes, ben nécessairement, l'autre personnage se retrouve défavorisé et ça pourrait s'appliquer à tous les groupes ethnoculturels. On a donc un effet qui est quand même insidieux et très subtil, des biais cognitifs. Donc, pour conclure, ce qui est à retenir, c'est que tout le monde est susceptible de présenter des biais cognitifs qui peuvent influencer notre pratique professionnelle, même si on se considère à gauche politiquement, même si on considère ouvert sur les autres, ouvert sur le multiculturalisme et antiraciste, on est quand même susceptible d'avoir des petites perceptions qui vont venir influencer notre pratique. C'est donc important de s'éduquer sur l'effet des biais cognitifs dans l'évaluation du risque et surtout sur l'établissement d'un plan d'intervention, parce que c'est là que les différences se manifestent et que ça résulte en un traitement différentiel dans le système carcéral. Il faut donc être attentif aux biais cognitifs qui peuvent nous amener à favoriser de façon inconsciente les personnes blanches, en plus, bien entendu, d'être conscient de nos biais qui peuvent nous amener à défavoriser les personnes non blanches. L'étude soulève également les bénéfices potentiels de travailler à développer sa compétence culturelle, puis sa compétence à établir une alliance de travail là, avec d'autres personnes, avec des personnes qui ne sont pas du même groupe culturel que nous, puis l'importance d'implanter des techniques de débiaisage dans notre travail quotidien. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à mon adresse courriel. Merci et bonne fin de journée.